Salut Yann. Salut JC. Bon, merci déjà de m'accueillir chez toi. Mhm. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Yann Lebert, le pseudonyme que j'ai utilisé longtemps c'est l'Outsider. C'est un pseudonyme que j'ai conservé aujourd'hui dans le nom que j'utilise, parce qu'on va dire que j'ai évolué vers un travail plus d'artiste d'atelier ou de plasticien. Et je suis peintre depuis à peu près 25 ans et j'habite à Pont-Aven en Bretagne. Très joli endroit d'ailleurs, qui plus est. Qu'est-ce qui t'amène à créer aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis animé par de toute façon une envie, un besoin de peindre et de sortir des choses, d'être dans le faire, surtout de produire. Ça, c'est quelque chose qui est physique. Si je préfère largement peindre que partir en vacances. C'est ce qui m'épanouit le plus, c'est ce qui me remplit mon existence, c'est de cet sentiment assez génial d'avoir sorti quelque chose de ma journée, de mon corps, de ma tête, et qui à mes yeux incarne une certaine beauté, ou en tout cas une puissance qui fait que ça donne de la substance à mon existence. En tout cas, il n'y a rien qui n'a plus effet que ça dans l'existence. Je peux m'émerveiller de goûter quelque chose d'extrêmement bon, de voir des paysages extrêmement gracieux, mais ce qui me remplit le plus, c'est de peindre moi-même. En tout cas, c'est mon mode d'expression. Est-ce que tu peux décrire le moment où une œuvre vit, où elle naît en fait? C'est basique de le dire, mais ça vient assez naturellement. En tout cas, c'est une œuvre, en tout cas, elle est intéressante quand elle a une présence en soi, quand tu peux rien ni enlever ni en rajouter. C'est difficile, surtout dans l'abstraction, d'affirmer cet état de fait, parce que tu peux toujours travailler plus. Il y a un moment où effectivement le mieux est l'ennemi du bien, et si tu continues à y travailler, surtout dans l'outil que j'utilise, qui est très spontané, très on va dire, de l'ordre des mouvements à chunk painting, mais en tout cas quelque chose de très libératoire comme ça, ce qui, d'un autre côté, amène beaucoup de déchets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de toiles qui n'ont aucune présence en soi, mais quand tu obtiens cet état de grâce et sur un geste très simple, très brutal, il y a une sorte de grâce qui apparaît, effectivement. Mais ça, c'est mon regard après, parce qu'effectivement, un autre regardeur aura un avis différent sur quelle pièce est plus forte qu'une autre. Mais si je synthétise, finalement, elle naît immédiatement chez toi. Je suis déjà quelqu'un de très spontané de base. Mon travail l'est forcément dans un certain sens. J'aime pas qu'une œuvre incarne une sorte de labeur. J'ai pratiqué la peinture en exutoire de mon travail d'ébéniste, où là c'était un labeur, il y avait des étapes, une tradition, c'était pour des gens issus du luxe qui avaient des exigences très fortes, et à juste titre, mais où il y avait vraiment ce côté très laborieux, il fallait œuvrer. Et la peinture, elle arrivait en contrario, en exutoire, en besoin de souffler, d'évacuer une certaine pression. Donc ça a été 15 ans de ma vie et ça a très bien marché pour mon équilibre psychique. J'avais besoin de ça le week-end, le soir, et si c'était pour m'infliger à nouveau un travail fait d'étapes rigoureuses et tout ça, autant aller à l'atelier faire des meubles. Du coup, quand j'ai commencé à vivre de la peinture et à avoir un travail personnel que je défendais en galerie, il fallait que je conserve cet état d'esprit, cet état de fait où malgré tout, c'était vraiment pour expulser des choses que j'avais en moi et de manière très spontanée. Ouais. Et que tu as toujours. En tout cas, j'ai commencé à... Je suis toujours dans des phénomènes de contrariété parce que effectivement, j'ai un côté très précis, très artisanal en moi. J'ai acquis une certaine expertise, un certain regard, et j'ai eu des professeurs extrêmement exigeants, etc. Mais je suis aussi fasciné par la sculpture africaine faite à la pioche, et où il y a une certaine liberté et où la technique n'est pas un jugement. Surtout que quand j'ai commencé le graffiti, j'étais
admiratif de la technique de l'utilisation de la bombe. C'est-à-dire des gens qui arrivaient à faire des choses extrêmement belles, extrêmement maîtrisées techniquement. À main levée, comme on dit. Voilà. Et mon arrivée à Paris, ça m'a plutôt appris à apprendre ce qui était le flow, quoi. Quelque chose d'imperceptible, de l'apprentissage de la qualité des lettres, du flow du trait, qui était souvent dans un premier geste, sans retouche, sans forcément ce côté un peu peaufiné, un petit peu qui casse ce côté très direct du geste libre, quoi. Et ça m'a toujours fasciné. C'est une sorte aussi d'apothéose, parce que tu arrives souvent, quand tu vois quelqu'un qui maîtrise très bien son sujet, ça paraît simple. Quelqu'un qui est extrêmement fort dans une discipline, il a une espèce d'élégance, de la simplicité, mais qui met 20 ans à venir. Donc il y a cet état de grâce que tu dois obtenir quand tu maîtrises ton sujet, d'être dans un rapport où, on va dire, où tu as évacué toute forme de maquillage de ton travail. C'est ça que j'aspire à faire. Qu'est-ce que tu cherches à travers ton geste? C'est un peu une forme d'état de grâce, de beauté, même de l'acte en lui-même, au-delà même du résultat. Moi, j'ai souvent tendance à dire que j'aime l'idée que je suis un peintre randonneur qui n'a pas de but en soi. Si j'ai une randonnée à faire, je ne vais pas me dire... généralement, quand tu entames une marche, il y a un objectif. Oui. Un sommet, un lac, un paysage, une prairie, un truc qui est une finalité. Ce que j'essaye dans la peinture, c'est que ce soit un cheminement sans avoir aucune ambition de la finitude de là où je veux arriver. Oui. Pour justement générer des accidents, des rencontres inattendues, de dire tu découvres, tu te retrouves à rencontrer des gens, à travailler avec des galeries, à découvrir aller dans des lieux où tu n'aurais pas été. Et le graffiti, de base, force à ça. J'ai découvert des villes qu'au travers des prismes des gares, de certains lieux bien spécifiques, de terrains vagues, et j'ai jamais fait les monuments principaux de cette ville-là. Donc ça m'a amené dans un schéma différent, une perception du monde différente que celle du touriste lambda, par exemple, puisque je connais très bien le terrain vague à côté de la gare. Bon. Et c'est la seule chose que je connais de cette ville. En peinture, c'est un peu ça. Je me force à me dire, ok, j'ai un outil, j'ai très peu de couleurs, le noir, le blanc, le chrome, pourquoi pas. Bon. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et peu importe où ça me mène, la finalité, c'est plutôt la recherche permanente et la remise en question permanente de ce que je veux y faire. C'est-à-dire, j'ai découvert quelque chose et même à contrariété, c'est au moment où ça plaît à un public qu'il faut que j'arrête, il faut que je parte faire autre chose. C'est pas du tout l'objectif, c'est pas du tout de gagner, quoi. C'est pas du tout d'arriver à d'être, même si c'est facile à dire, mais dans une finalité extrême, c'est ça. C'est un cheminement d'exploration complètement fondamental où l'objectif n'est pas vraiment déterminé. Si j'ai une reconnaissance de mon travail, tant mieux. Ça me permet de flatter mon ego, de continuer à avancer. Mais il n'y a pas de... Si ça ne marche pas, je continue quand même, quoi. Okay. Et ça, c'est une vraie valeur que j'enseignerai, j'espère, à mes enfants aussi. C'est qu'il n'y a pas... Si tu peins pour être célèbre, tu es dans une télé-réalité, quoi. Et c'est ça que j'ai adoré dans mon travail de graffiti, c'est que cette communauté de graffeurs, elle n'a pas de finalité mercantile réellement. Elle est fondamentalement basée sur une communauté de gens qui apportent une valeur à l'un et à l'autre par rapport à leurs actions. Que tu sois fils d'eux ou prolétaire. Il n'y a vraiment pas ces rapports-là. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, j'en fais plus et je suis très content d'être passé à autre chose. Mais j'ai gardé quelques fondamentaux comme ça de cette culture. Tu rends grâce finalement à ce qui t'a permis de te lancer dans la peinture. Je me questionne, qu'est-ce que l'adolescent que j'étais, vivant dans un petit village au fin fond de la Bretagne, a été touché par une culture issue des mégapoles même de New York en l'occurrence, qui est de l'autre côté de l'Atlantique. En tout cas, qu'est-ce qui fait que ça me parle à 14 ans et que je pense qu'à ça et que c'est un peu étonnant, quoi. C'est parce qu'on est dans une émulation, un bouillonnement, où il y a la musique, la danse évidemment, la peinture aussi, et que tout ça fait une espèce d'alchimie qui est hyper séduisante, quoi. C'est quand même... Il n'y a rien qui me prédestinait à rencontrer la peinture. Je ne viens pas d'un milieu particulièrement culturel. En tout cas,
personne de ma famille n'est issu de ça. Et déjà, les fondements même de ce qui m'amène à la peinture, c'est déjà intéressant de l'analyser. Et forcer... c'est universel, c'est la création en fait. C'est le besoin de se transcender et donc par la création. Et pour conclure sur ton geste, est-ce qu'on peut dire que c'est un chemin sans destination finalement, ton geste? C'est l'objectif, c'est justement d'avancer dans une espèce de brume où tu ne vois pas la finalité de ce que tu veux. Évidemment, arrivé à 90 ans, j'aurai un autre discours, j'espère. Je me dirais que j'ai accompli, que j'ai accompli une œuvre. La manière d'Hans Hartung, pour ne pas le nommer, quoi. Ouais, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que ma période préférée de ce peintre-là, c'est ses dernières années de vie, où il se lâche complètement. Et j'en discutais avec quelqu'un qui était un peu experte dans son travail et qui justement expliquait que ses collectionneurs ou l'environnement autour des gens qui le suivaient n'ont pas du tout aimé ce côté très impulsif de créer 300 toiles par an, vraiment. Mais alors que moi, je trouve que la force de son travail elle réside dans ces années-là, ou peut-être qu'on arrive à un moment où il se rend compte que c'est le bout du chemin de son existence, qu'il faut que ça sorte, qu'il sorte les pulvérisateurs et qu'il y a une espèce de nonchalance dans son travail qui parle beaucoup d'ailleurs à des graffeurs de mon époque aujourd'hui. Bien sûr. Qui inspire d'ailleurs. Qui inspire énormément, comme Katharina Grosse, comme ces gens qui ont ce côté lâcher prise de dire ouais, je vais te pulvériser ton magasin, ta galerie, et je vais t'en foutre partout. Et c'est vrai qu'il y a une force là-dedans, une espèce de générosité. Dans un milieu conservateur, ça peut perturber. Je pense surtout, je pense que quand en plus un milieu conservateur qui à ce moment-là voit un homme dans la fin de sa vie, effectivement, mais c'est ça qui est d'ailleurs intéressant, c'est que du coup il ne valide pas alors que c'est limite un retour presque à son enfance sur ces derniers jours, quoi. Et moi, pour être très amateur de son travail, ce qu'il a fait avant, c'est une espèce de post-cubisme un peu mal fait. J'y vois moins d'intérêt que les dernières années où il lâche les chevaux et il y a ce côté libérateur. Et surtout sur les très grosses pièces que j'ai eu la chance de voir au musée d'art moderne. Exactement. Et c'est juste incroyable. C'est fort. En fait, on ne se pose même pas la question quand on est face à l'œuvre. En fait, on en revient à ce que tu dis, ce que tu recherches, c'est qu'une fois qu'après coup tu es devant l'œuvre, que tu sois l'auteur ou non, en fait, tu ne cherches plus à comprendre comment ça a été fait. Tu es juste, on va dire, en contemplation et tu peut-être qu'il lui a fallu toute sa vie pour en arriver à ce stade. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs, je trouve. Où il y a 50 ans de peinture qui a évidemment un intérêt, c'est pas nul. Oui, et puis il faut remettre dans le contexte de l'époque aussi. C'est qu'en plus, ce qu'on voit aujourd'hui avec nos yeux n'est pas ce que voyaient les gens à l'époque avec leurs yeux. C'est ça. En tout cas, il y a une forme d'académisme où il suit un peu l'époque, les tendances. Et là, il y a un côté très personnel, libérateur et fort qui est dans cette période-là. Bon, voilà, mais en tout cas, c'est peut-être ça, la finalité. C'est graviter dans plein de recherches différentes qui sont un peu centralisées autour d'un code couleur qui permet une sorte d'identité. Parce que tu reconnais, pour l'instant, même si je n'ai pas vocation à faire une carrière dans le noir et blanc, mais en tout cas, il y a une sorte... Tant qu'il y a de la place. Voilà. Mais dans l'absolu, ça me permet de graviter autour d'esthétiques plutôt cinétiques, plutôt figuratives, abstraites. Il y a différentes recherches. Et peut-être que tout ce travail fondamental, il est pour un but final, qui est indéterminé d'ailleurs. Qui est encore indéterminé, ce que je me souhaite. Est-ce que tu peux décrire le moment où tu décides, où tu considères qu'une œuvre est terminée? Comment tu vis ce moment-là? Déjà, il y a plusieurs logiques différentes. Soit l'œuvre, elle est préméditée, et là, j'ai une sorte de sketch, ou en tout cas une vision mentale de ce que je veux produire, et je ne réalise qu'un schéma que j'ai déjà conscientisé. Et au final, ça fige forcément la finalité, puisque tu as déjà un processus qui est figé, en tout cas. Tu te dis, je veux que ça ressemble à ça, quoi. Soit effectivement, tu es dans des pièces plus liées à l'accident, ou au fur et à mesure, ce qui est souvent celles qui sont les plus fortes d'ailleurs, où tu viens, tu as une idée grossière de ce que tu veux faire, ou alors justement un imprévu arrive, il pleut ce jour-là, il y a de l'eau sur la toile, il y a de l'humidité qui fait que ça réagit différemment que quand il fait beau.
T'as du vent qui arrive, en plus moi j'utilise beaucoup de peinture projetée, donc il y a forcément des conditions extérieures qui peuvent rentrer en compte, qui font que tu découvres quelque chose de fondamental qui n'était pas prémédité et effectivement qui génère une esthétique intéressante. En tout cas, c'est généralement une évidence. Quand une œuvre est terminée, pour moi, elle a une présence intrinsèque, je sens que je ne peux pas aller plus loin. Pour moi, ça paraît assez naturel, ça. Justement, cet accident heureux que tu cherches, en tout cas, c'est peut-être la manière dont tu laisses vivre la peinture. Elle est très déterminée par l'outil. Moi, étant ébéniste à la base, et en plus, je suis un fanat d'outils depuis que j'ai démarré l'ébénisterie. Je collectionne les outils anciens, j'adore ces outils d'ébéniste qui ont plusieurs centaines d'années et qui sont hyper fondamentaux. Mais du coup, j'ai gardé un peu ce processus dans mon travail de peintre. Je ne vais jamais dans des boutiques de beaux-arts ou de magasins dédiés à l'art, ou très très rarement. J'y vais plutôt dans un magasin de BTP et il n'y a rien de mieux. Ou même là, j'ai trouvé des outils incroyables dans un magasin qui vendait des articles pour des pêcheurs. Parce qu'il y a de l'accastillage, il y a des choses complètement improbables, il y a des habillements, il y a des outils qui sont liés à ces pratiques-là, qui sont évidemment hyper intéressantes à détourner dans une pratique. Et du coup, c'est vrai que autant la fabrication de mes propres outils ou d'outils spécifiques, ça génère de toute façon déjà des surprises. Et je suis très friand des nouvelles sprays qui sortent. Là, j'ai vu des vernis, des choses qui sont censées être des produits de masquage, des silicones, des choses comme ça, que je vais juste acheter ou des nouveaux caps, qui vont juste que je vais acheter par curiosité et qui très souvent déclenchent des nouvelles idées, quoi. Donc c'est un peu dans cet adage qu'a Soulages de dire que c'est ce qu'il produit qui lui apprend à savoir ce qu'il est en train de dire. C'est un peu, bon, déjà le parallèle entre mon travail et le sien, c'est une grosse référence pour moi. Mais en plus de ça, je suis complètement en accord avec ce qu'il a voulu dire, dans le sens où... tu le vis en fait. Ouais. C'est pas le cas de toutes les pièces que je produis, parce que des fois j'ai un concept, j'ai une idée, je veux développer, mais des fois je me laisse porter par quelque chose et ensuite je me rends compte que ça a une présence ou pas, que ça parle ou que ça dit quelque chose ou pas. Voir, ça peut être sur la finition d'une œuvre, parce que tu tentes effectivement sur le choix d'une matière avec une technique et tu te rends compte que l'effet modifie, j'imagine, ta perception de l'œuvre. Ouais, et on cherche tous cette espèce de Graal qu'il a eu avec l'Outre Noir. D'un jour se rendre compte qu'il ne peint plus avec de la peinture mais avec de la lumière. Bon, c'est une espèce d'idée géniale, un peu universelle, qui a fait sa singularité et qu'on cherche tous, cette espèce d'apothéose, de grâce d'un truc. Voilà, je peins avec de la lumière. C'est fascinant. Il faut peut-être toute une vie pour avoir une idée un peu géniale comme ça. On la cherche tous. En une phrase, c'est poétique, mais ça peut vouloir rien dire tant qu'on n'a pas vu l'œuvre et qu'on n'a pas saisi effectivement ce que l'artiste veut raconter à travers ça. D'ailleurs, pour moi, c'est un peu l'apogée de son travail, parce qu'après, bon, le pauvre, il était quand même assez âgé, hein, mais il a décliné finalement 30 ans quasiment de cette idée forte-là, quoi. Même s'il y a des choses intéressantes encore après, mais ça reste quand même un peu le climax de son œuvre, où il en arrive à ce cheminement. Donc, ouais. Quelle est ta relation avec la matière que tu utilises ? Elle est assez simple, c'est qu'en graffiti, tu hérites du support et de la matière du support que tu peins. Et ça joue beaucoup sur la qualité des peintures produites. Bon, le Graal étant le métro de New York ou des choses comme ça, où le support, l'inox, la matière métallique amène un espèce de cadre et d'environnement à ton travail. Mais au-delà de ça, il y a la texture des murs, les briques, les fissures. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à peindre des toiles, c'est extrêmement frustrant d'être face à un support qui est extrêmement nu, quoi, qui n'a aucune âme, qui n'a pas de présence, qui est une espèce de toile simple, c'est une page blanche. Donc ton travail doit avoir une espèce de présence supplémentaire qui fait que ce support-là, il devient intéressant. Et de là, très vite, la réflexion de travailler autour de la matière, ou en tout cas le volume, le bas-relief, des matières, les accidents, le volume dans la peinture, etc., elle vient parce
Parce que finalement, c'est complètement dans la continuité de ce que ça a été sur mon travail sur mur. En tout cas, j'ai longtemps trouvé que la toile n'avait pas de présence en soi, et du coup, de fait de peindre, de se repasser soi-même, d'avoir un peu les reliefs de la peinture d'avant, ça amenait déjà un côté, déjà le sens qu'on avait, parce qu'en terrain, on se fait repasser systématiquement, on hérite des couches et on a des centaines de couches de peinture sur certains terrains vagues. Donc il y a un peu ce processus qu'on répète sur toile. Mais au-delà de ça, sur des pièces un peu plus en volume, il y avait déjà ce phénomène de justement, comme j'utilise de la peinture projetée, que des fois la peinture elle vient percuter les parties en volume et en matière, eh bien ça génère des accidents que je ne maîtrise pas moi-même. Et en plus, ça fait du sens par rapport à ce qu'a été ma pratique sur mur, en tout cas, que des fois, l'esthétique de ce que je veux produire, elle est indexée via, en tout cas, elle est liée au support que je peins. Et ça, c'est un travail que, effectivement, j'ai développé depuis quelques années sur toile. D'avoir déjà une histoire sur le support en elle-même et ensuite d'y apporter une peinture. D'avoir ce travail en amont, que le support ait déjà une présence en soi. J'ai envie de dire, c'est cohérent, parce que si ta peinture est une randonnée, finalement, c'est comme si un randonneur marchait des kilomètres sur un chemin plat. Ouais, c'est ça. Donc du coup, si le chemin est déjà plat, tu vas y mettre d'abord effectivement de la matière pour que ton chemin... Ouais, et puis on peut l'extrapoler, cette réflexion, autour de nos existences mêmes. On cherche, nous tous, à randonner nos vies et d'avoir des rencontres intéressantes, pas forcément préméditées, pas forcément prévues, des rencontres amoureuses, des rencontres amicales qui sont intéressantes et qui nous grandissent, qui nous... Des relations d'ailleurs, c'est pour ça que la relation à la matière, finalement, c'est pas une relation humaine, mais c'est deux entités qui se rencontrent et qui vivent ensemble. Si on devait parler de technique, toi tu utilises plusieurs médiums, plusieurs techniques. Est-ce que tu pourrais en choisir une? Pourquoi cette technique-là? Pourquoi ce support? Pourquoi ces choix-là? Moi, je suis issu de l'outil aérosol, puisque je l'utilise depuis mon adolescence. Donc ça reste quand même tourné et axé autour de cet outil fabuleux qui est l'idée de projeter de la peinture. C'est une espèce d'outil génial, autonome, c'est-à-dire on le met dans un sac à dos et c'est parti, quoi. Il y a un côté très libérateur, très facile. Déjà, on n'est pas en contact avec le support, donc ça génère une sorte de liberté de geste qui est fabuleuse, qui est très chorégraphiée. D'ailleurs, tu regardes quelqu'un faire un graphe, il y a un côté, une espèce de danse abstraite qui se formule comme ça, de manière... et c'est extrêmement beau, parce que... D'ailleurs, la projection en elle-même est artistique, déjà. Rien que la projection de peinture. Ouais, c'est pas, dans l'histoire de l'art, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça a généré toute une école comme ça, tout un mouvement autour d'un outil quasiment centré. Alors maintenant, les générations nouvelles s'en affranchissent et elles utilisent de l'acrylique beaucoup, etc. Mais à mon époque, c'était quasiment centré autour de cet outil-là, et je trouve qu'il y a encore beaucoup à explorer autour de ça, quoi. Donc c'est sûr que c'est très centré autour de ça. Après, en tout cas, le cœur de mon travail est là. Il est aussi axé autour de cet outil qui s'appelle la Matmax et qui est une bombe entre bombe et extincteur, qui a un caps calligraphique, donc très large et très peu épais, qui génère une peinture qui est beaucoup plus de l'ordre de la projection que de la vapeur. Donc on a ce côté goutte et pointiste qui apparaît, alors qu'une aérosol c'est plus une vapeur, c'est plus quelque chose qui est l'ordre de l'halo, quoi, une sorte qui est vaporeux. Et donc je trouvais que c'était un outil fabuleux qui était aussi détourné de son usage initial qui était le vandalisme et qui était fait pour faire des très grands tags très rapidement. Moi je l'utilisais dans une pratique beaucoup plus plastique, beaucoup plus d'atelier, quoi, précise. Et je trouvais ça intéressant d'opposer quelque chose, effectivement, qui n'avait pas été détourné, en tout cas un outil qui n'avait pas été prévu pour ça. Amené aussi, du coup, sur des réalisations de type optique, finalement. C'est ça. De par son pointillisme, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, en superposant les couches, d'obtenir, et qui est effectivement complètement décorrélé de l'usage de base, qui était de gagner du temps, parce qu'il y avait énormément de pression dans cette bombe. Qu'est-ce que le temps change dans ton travail ? Le temps, il est au cœur de mon travail, et ça,
Je l'utilise même, j'aime l'utiliser comme un outil spécifique, c'est-à-dire que c'est une vraie relation. Il y a pas, il y a des toiles que j'ai peintes en me disant tu as 5 minutes, tu y vas la nuit, éclairé au portable, et tu te donnes quelques secondes pour la peindre. Parce que cette force-là qu'on a, ces contraintes qu'on a à l'extérieur, quand c'est peint de manière illégale beaucoup, elles amènent une force que tu ne peux plus garder si tu as tout le temps de le faire. Et que, Il n'y a personne qui t'empêche de le faire. à la manière un peu d'un Subutex, et en tout cas dans une volonté de garder une sorte d'adrénaline dans mon travail, qui a été moteur pendant des années, et par volonté de ne pas m'ennuyer en atelier et d'amener une sorte d'énergie que j'ai envie de montrer sur toile, il a fallu que je me fixe des temporalités et que le premier jet soit le bon. Hein. S'il y a un côté maniéré, ça perd toute sa force, quoi. Donc déjà, c'était en lien avec la manière dont je peignais avant, et c'est quelque chose que j'ai traduit dans mon travail sur toile. Et voilà, je joue sur les temps d'action, sur les temps de séchage, c'est-à-dire je n'attends pas spécifiquement que les peintures sèchent, et du coup, ça a généré des craquellements, des choses que je n'avais pas prévues, des effets, des choses qui sont accidentelles et qui amènent forcément une force. J'ai aussi la chance qu'il y ait une réaction chimique qui s'est produite entre cette bombe et l'acrylique qui a généré un accident que je trouve magnifique, qui est une sorte de craquellement parce que les peintures aérosols sèchent plus vite que les peintures acryliques et que ça génère un étirement comme ça de la peinture qui est complètement accidentel à la base. Donc autant, sur plein d'aspects, je dirais que peut-être même l'outil principal de mon travail, c'est le temps. C'est le rapport au temps, la contraction du temps pour peindre plus vite parce que je me suis retrouvé à une période de ma vie où j'avais moins le temps de peindre, où j'avais besoin de contracter mes temps de peinture pour ne pas être frustré de cela. En tout cas, j'avais plus ces plages horaires de journées entières dédiées à la peinture. J'avais plus que 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour peindre. Et j'avais besoin de finir ma journée par me coucher en me disant que j'avais produit quelque chose de ma journée. Sinon, c'était une journée gâchée presque. Donc, Donc du coup, tu retrouvais une forme d'adrénaline. Donc du coup, alors que j'étais dans un phénomène de légalité, je retrouvais une forme d'adrénaline différente. Et puis la toile et l'univers on va dire, de galerie, c'est d'autres adrénalines aussi. Il y a aussi des enjeux. Hein. Quand on travaille 6 mois, presque 1 an sur une exposition et que ça se joue le soir du vernissage, et qu'il faut avoir une sorte de présence aussi face aux autres pour défendre son travail et expliquer pourquoi on le fait. Il y a aussi d'autres enjeux mais en tout cas, j'avais besoin de ressentir ça et que ça traduise certaines émotions très fortes que j'ai vécues en graffiti dans mon travail sur toile. Qu'est-ce qui reste, selon toi, de la main une fois l'œuvre achevée? Moi, déjà, il faut savoir que j'ai refusé l'outil informatique. J'ai quasiment quitté l'ébénisterie à cause de ça, parce que les machines numériques arrivaient, parce que les commandes numériques arrivaient, les découpeuses laser, les découpeuses jet d'eau. Moi, ce que j'aimais dans ce métier, c'était le rapport à la matière, au toucher, ces outils hors du temps, c'est ce contact avec le bois, cette chaleur de la matière. C'est ça qui m'a guidé donc je sais envoyer des mails, je sais poster une photo sur Instagram, mais ça s'arrête à peu près là. Et je me refuse à me dire que je vais utiliser des outils numériques pour générer des nouvelles choses, même si paradoxalement, des fois, mes œuvres ressemblent clairement à des choses faites à l'ordinateur. En tout cas, ils ont une précision qui pourrait être d'ordre numérique, où on a souvent pensé à un moment que j'étais graphiste à la base, parce que je m'intéressais à la typographie, je m'intéressais au graphisme des affiches des années 20, je m'intéressais à plein de choses qui pouvaient faire un écho à des esthétiques ordinateurs, en tout cas liées au numérique. Mais de plus en plus, j'ai même envie de m'affranchir. Et avec l'avènement de l'IA, j'ai encore plus envie de m'écarter de ces phénomènes qui sont forcément vertigineuses, puisque nouvelles et que tout le monde a une appréhension sur des technologies que personne ne maîtrise et où on ne connaît pas les finalités. Et ça, c'est l'histoire de l'homme. Hein. Le jour où on a inventé la charrue, je pense que tout le monde s'est inquiété des mêmes phénomènes. Donc ça, c'est intrinsèque à toutes les époques et toutes les évolutions technologiques. Mais malgré tout, je
je trouve qu'il y a une déshumanification qui m'inquiète. C'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. J'ai envie de rencontrer des gens qui produisent des choses, qui ont un rapport à... Et mon métier qui est caractérisé, mon ancien métier qui est caractérisé par l'intelligence de la main, selon, on va dire, ce que les compagnons de devoir ont qualifié d'intelligence de la main, en opposition avec l'intelligence de l'esprit qui a été défendue plus par... de l'intellect, on pourrait dire. Ouais, et puis d'où le lien d'ailleurs entre compagnons de devoir et puis toutes les loges maçonniques, quoi. En tout cas, c'est des phénomènes un peu similaires, mais il y a en tout cas, on voit bien ce parallèle qu'il y a entre... Moi, je suis quand même quelqu'un, effectivement... Et tu ferais presque un parallèle entre le transhumanisme et les pratiques ancestrales qui sont, on va dire, pas effacées, parce qu'il y a une résistance, mais qui visent à être effacées au profit final d'être un humain augmenté, d'être un humain finalement qui n'est plus vraiment humain. On se dirige tranquillement vers ce que certains films de science-fiction ont décrit, comme Matrix, où finalement la machine un jour va nous utiliser nous-mêmes. C'est un scénario qu'on peut envisager ? On y va tout droit, hein, et puis gaiement en plus, on se plaît à l'idée de croire que c'est ça qui va nous sauver. Voilà, donc moi je pense que c'est ce qui nous fera nous rendre compte qu'on s'est... Enfin, quand je dis on, je parle peut-être de l'humanité, au nom de l'humanité humblement, mais qu'on s'est trompé. Mais effectivement, je pense que si des artistes, on peut d'ailleurs y venir sur justement le rôle de l'artiste est pour moi un éclaireur dans la nuit. C'est quelqu'un qui voit les choses avant tout le monde et pas de manière rationnelle. Et je pense que si justement des films comme Terminator notamment ont bercé notre enfance, c'était peut-être aussi pour nous préparer, nous prévenir à ne pas tomber dans le piège. Voilà, maintenant rien n'est gagné, effectivement, et il y a des forces qui agissent pour que ce monde devienne totalement artificiel, mais effectivement, voilà, ce qui reste de la main de l'homme, c'est l'humain, et c'est ce que, en tout cas, toi, tu t'évertues à faire à travers ton travail, quoi. Ouais, déjà de vivre à la campagne, isolé un petit peu des tourments du monde, de ne pas être en lien avec l'actualité systématique, en tout cas le moins possible. C'est des choses qui me protègent, mais ça c'est... Oui, je ne les trouve pas très inspirantes de toute façon, donc tant qu'à faire. Après des mécaniques qui sont celles de l'homme, c'est-à-dire que c'est à but anxiogène pour nous préparer à... Comme à l'époque, il fallait se protéger du loup. Donc c'est basé sur des ressorts, on va dire, connus. Donc c'est pas... Mais dans l'absolu, effectivement, passer mon existence à produire une œuvre, qu'elle soit belle ou pas, en tout cas produire quelque chose qui a pour vocation à affirmer une forme de beauté nouvelle ou avant-gardiste, ou en tout cas une recherche perpétuelle de grâce et de beauté, c'est quand même une existence qui me semble un peu plus pertinente que celle de fabriquer des armes ou des machines pour gagner plus d'argent et exploiter plus l'homme. Est-ce que tu dirais que c'est ta définition de l'art, dans le sens où, si tu veux, aujourd'hui, dans ce monde où tout peut être généré en quelques secondes, de manière totalement, du coup, artificielle, pour toi, qu'est-ce que devient l'art aujourd'hui ? Si moi, aujourd'hui, je peux être artiste, c'est parce que les générations de mes ancêtres m'ont permis de le faire. En théorie, je suis de là où je suis natif et de par mon histoire familiale, je devais ramasser des patates. Ça devait être ça. De par l'émancipation de mes parents, leur travail, à rentrer dans la classe moyenne, à avoir un métier qui est plus rémunérateur, à me permettre d'avoir étudié à Paris dans des écoles prestigieuses et d'en arriver là aujourd'hui, c'est tout un cheminement qui met plusieurs générations à se faire, et je les en remercie. Ce qui est caractéristique, et moi qui viens de Pont-Aven où il y a une histoire de la peinture, c'est qu'on est beaucoup moins marginaux qu'avant. On peut beaucoup plus facilement être acteur, scénariste, peintre, comédien qu'avant, parce qu'on arrive donc c'est à la fois une époque bénite et à la fois on est un peu noyé dans la masse. Les gens qui étaient à Pont-Aven il y a 100 ans, c'était des anarchistes. C'est des mecs... à la fois, ils ont été bien accueillis ici parce qu'il n'y avait pas cette appréhension. Et les paysans du coin, ils se sont laissés dessiner, les décors étaient beaux, ils ont trouvé une sorte d'apothéose. Et c'est vrai que l'énergie qu'il y a eu à cette période-là, elle est magnifique. Mais c'est quand même des gens qui vendaient des tableaux pour picoler. Ces bergers qui vivaient qui posaient leur chevalet, mais il y avait une espèce d'affranchissement de ce que pouvait être la folie du monde. La folie du monde, c'est beau, quoi.
Donc tu dirais presque que l'art se valorise à travers ce monde qui s'artificialise, quoi. Bah ouais, et puis t'es très vite happé, hein, mais je suis pas à l'abri de l'être aussi, parce qu'il y a un moment, c'est séduisant, et tout ce qui est séduisant est dangereux, et finalement, l'accumulation, c'est une espèce de... En plus, c'est sans fin. Je souhaiterais à mes enfants ça, même si il faut réussir à vivre confortablement et obtenir quand même... et être complètement affranchi de la société, c'est aussi pas forcément quelque chose qui m'attire non plus, mais il faut réussir à composer avec ça, c'est sûr. On parle finalement de vie, hein, au-delà de l'art. Qu'est-ce qui définit pour toi une œuvre vivante ? Paradoxalement, ce que je reproche à l'artisanat, c'est ce côté de transmission et ce côté où finalement tu hérites d'un savoir-faire que tu dois enseigner ensuite à la fin de ton existence. Et il y a quelque chose comme ça d'un peu qui m'a ennuyé à un moment, qui n'est pas du tout le schéma de l'artiste, qui lui est censé affirmer une sorte de vision unique de son époque. Et à la fois, je suis obligé d'admettre que on hérite tous d'une histoire de l'art qui a été... et que je suis dans une parfaite admiration de ce qu'un Kandinsky a pu m'apporter. On parlait de Hans Hartung, on parle de Soulages, des peintres comme ça de la génération avant moi, bien avant moi, et qui m'inspirent et qui me donnent une sorte de force à vouloir transmettre à mon tour une œuvre qui inspirera d'autres. Et tant mieux si elle est universelle. Ce que je me souhaite, c'est d'avoir un ou deux hits dans ma vie, d'avoir une toile qui vraiment continue d'émerveiller les générations d'après, qui vieillit bien, qui se transmet, qui est exposée, qui est reconnue. Ça, c'est ce qu'on souhaite tous. Pas forcément une œuvre totale, même si... Qui vit après ta mort, même. Qui te survit, d'ailleurs. C'est d'ailleurs peut-être une des choses les plus intéressantes, c'est de survivre au travers de son œuvre, Parce est-ce que De Vinci est encore vivant alors, peut-être que oui. On parle peut-être autant de son travail aujourd'hui alors qu'il est décédé depuis plusieurs siècles. Ouais. Donc il y a un côté très défier la mort au travers d'une œuvre qu'on a produite. Ça, c'est vrai que c'est hyper... Ce qu'une intelligence artificielle ne peut pas faire, vu qu'elle n'a pas vécu. Tous ceux qui disent que oui, c'est la somme de ce qui a déjà été produit qui est remix. Mais finalement... Ça veut rien dire. Bon, déjà, personne, voilà. Mais pourquoi pas, il y a sûrement des choses fabuleuses qui vont être générées par ça. On en revient aux accidents, mais la question c'est finalement toute cette somme d'énergie pour avoir quelques maigres peut-être accidents heureux, c'est quand même... Oui. C'est quand même... De toute façon, il y a un côté jouet pour informaticien, Il y a un côté, effectivement, c'est... Est-ce que le Frankenstein va dépasser un peu, c'est ça qui... Est-ce que la machine va rester contrôlée, contrôlable, ça c'est... Est-ce qu'on pourra la débrancher un jour? Ou est-ce qu'elle va s'autonomiser? Ce qui là serait bon... C'est pareil, c'est des choses qui ont été décrites dans la science-fiction, mais qui peuvent forcément arriver dans la réalité. Mais qui sont, en tout cas, mais qui m'interpellent parce que je suis quelqu'un de mon époque et qui s'intéresse aux choses nouvelles, mais qui m'influencent pour l'instant moyennement, C'est pas des outils qui m'attirent. Je pense qu'on l'a compris, ça. Parce que justement, on est loin des rencontres humaines, des accidents heureux, Oui, et même, je vais même dire, il y a même une façon de défier quelque part la technologie, de lui montrer qu'en fait, elle ne dépassera jamais l'homme. Une forme d'ego, mais je pense que bien employé, c'est peut-être aussi le rôle de l'artiste, de montrer qu'en fait, son travail transcende justement les frontières du matériel et de ce que la technologie peut finalement raconter à la fin. Je serais content d'être né à une époque où j'aurais connu l'avant. Et peut-être que la fin de ma vie sera entièrement dépendante de cet outil-là, ce qui est déjà partie le cas, puisqu'il y a énormément de gens qui dépendent de cet outil, chose qu'on n'a pas connue. Donc c'est une époque incroyable pour ça, et à la fois... J'ai pas le sentiment que tu aies pris cette direction, en tout cas. Quand je regarde autour de moi, on a un petit peu discuté avant, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, clairement... tu vois évidemment bien au-delà du matériel, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que tu dis que ça ne t'affecte pas, parce qu'en fait c'est finalement pas, ce ne sont que des outils. Mais je m'en mordrais peut-être les doigts, j'ai pas dit que j'ai raison en affirmant que c'est pas la voie qu'il faut prendre. En tout cas, moi ça... En tout cas, c'est pas la tienne. C'est pas la mienne. Donc
Et à la fois, quand tu as le premier tableau généré par une intelligence artificielle qui est la somme, ou même dire, voilà, sur les 12 tableaux de Vinci, lequel est le 13e créé par en fusionnant les 12, qu'est-ce qui aurait pu être le 12 ou 13e, ou trouver des sortes d'interstices à des choses qui ont existé, parce qu'on peut imaginer des fusions de plusieurs œuvres dans une autre. Bon, pourquoi pas? C'est pas complètement inintéressant. Il en reste une chose évidente, c'est que ça ne peut, enfin ça c'est mon avis, mais ça ne peut pas faire partie de l'histoire à partir du moment où ce n'est pas lui qui l'a faite, et que ça ne fait pas partie de son histoire. Donc effectivement, si on parle de technique, si on parle de capacité, effectivement, on peut considérer que ça dépasse tout ce qu'on a pu imaginer jusque-là, mais la réalité, c'est qu'à la fin, ça n'appartient plus à personne, en fait. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et plus à l'humanité, presque. Du coup, l'humanité, est-ce qu'elle a envie, là, j'anticipe, mais est-ce qu'elle a envie, dans 10 ans, dans 20 ans, de regarder des œuvres en se disant qu'un jour, un pixel a été généré un après l'autre, qui ensuite est rentré dans une machine, cette machine. Bien sûr, ce sera intéressant d'un point de vue anthropologique, mais je ne pense pas que ce soit effectivement la destinée de l'art de devenir une machine. Tu ne mets pas en avant le gars qui a inventé le prompt ou la mécanique numérique pour générer cette œuvre-là. Tu ne vas pas l'ériger en tant que... Et surtout, comment tu la rattaches à une existence. Comme tu dis, toi tu te lèves le matin, tu as ta famille, tu as ta vie, tu as tes doutes, tu as tes peurs, ce que n'a pas une machine. Et c'est ce qui fait que quand on est face à une œuvre, même si on ne saurait pas l'expliquer, on peut ressentir ça. Et ça, je l'ai compris quand j'ai vu les premières fois physiquement les œuvres de Rothko. C'est une œuvre que je comprenais assez mal, et j'ai été voir une exposition à lui aux États-Unis, et par hasard un peu, et là j'ai compris. En voyant les œuvres physiquement, j'ai compris qu'il y avait une sorte de transcendance, d'âme, quelque chose, une présence, en plus dans cette pièce où il n'y avait que des tableaux à lui, qui était indescriptible en photographie. C'est ça. Et que j'ai ressenti, et c'est inexplicable, c'est de l'ordre du mystique. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'attiré par le mysticisme spécifiquement, mais ça nous touche. Mais force est de constater que ce qu'il a traduit dans son travail, elle a une présence peut-être aussi influencée par les régies, en tout cas le fait qu'on l'ait placé sur un certain niveau de l'histoire de l'art. Oui, mais ça fait partie du coup de son histoire. Mais de l'histoire de l'œuvre aussi, du coup. Voilà. En tout cas, je l'ai ressenti. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que le numérique éteint complètement. Parce qu'effectivement, il n'y a pas cette dimension transcendantale ou mystique qui est l'héritage peut-être de l'âme humaine, quoi. De la mémoire génétique, de ce qui a fait nos ancêtres, de notre héritage de vie, voilà, de toute cette... tout ce passé qui nous dépasse complètement, en tout cas qui augmente nos existences propres, quoi. Eh bien, écoute, c'est la parfaite transition pour ma dernière question. Comment tu vois ton rôle à travers une plateforme comme Viandalisme ? Effectivement, ta démarche, je l'ai trouvée pertinente parce que je l'ai comprise déjà. Il y a des concepts, comme on en parlait, des œuvres numériques NFT que je n'ai jamais compris. Je l'ai compris sur certains abords, des choses que j'ai trouvées pertinentes, le fait d'acheter numériquement un fichier, s'il est promu dans des livres, dans des magazines, d'y retourner. Oui, si c'est un outil, par exemple, pour autre chose, effectivement, mais en tant qu'objet. Et d'ailleurs, ça s'est complètement effondré. Donc, mais c'est peut-être que il fallait que ça mature beaucoup plus lentement, que ça a été un peu tué peut-être dans l'œuf. Comme peuvent l'être beaucoup de cultures aujourd'hui qui sont très vite médiatisées, très vite, on va dire, mis sur un piédestal et qui disparaissent aussi vite. Là, je trouve que, en tout cas, le concept je le comprends, je le conçois. Ça profite aussi d'un écosystème qui est favorable à ça, de lieux qui n'ont pas forcément les capacités d'acheter des œuvres et qui aiment en tout cas l'idée d'avoir des accrochages successifs et de changer, de décoration, et peut-être qu'il y a des évidences, c'est-à-dire des toiles qui découvrent, qui trouvent un lieu et plus personne n'a envie que ça bouge parce que ça paraît être une œuvre placée là et qui a sa présence par rapport au lieu, l'atmosphère de ce que les gens veulent chez eux, etc. Et que voilà, on a le droit de changer et à la fois il y a des... Donc c'est quelque chose que je trouve assez sain, qui permet aussi de brasser des parties de collection parfois qui sont effectivement, qui dorment dans les ateliers et qui ne sont pas valorisées.
ou dans les galeries, hein, qui sont quand même systématiquement des lieux où il y a, pour une vingtaine d'œuvres exposées, il y a souvent 100 œuvres en stock qui dorment, qui parfois sont accrochées hein, sur des expos collectives, mais il y a un côté, effectivement, des fois, dans les galeries où on présente une fois et puis l'œuvre, elle est déjà pratiquement à mettre à la poubelle, quoi. En tout cas. Et puis elle rencontre pas. Enfin, je rebondis en plus sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au numérique, c'est que le numérique seul annihile la rencontre avec l'œuvre, parce qu'on est tous, autant qu'on est là pour le coup, sur nos téléphones, devant nos écrans. Et tout ce temps que finalement on consomme malgré tout de l'art, c'est pas du temps où on rencontre finalement l'œuvre. Les outils numériques sont hyper intéressants pour amener un storytelling à nos œuvres. C'est-à-dire, on montre, on va dire, les coulisses, on fait vivre par substitution un peu ce que certaines personnes fantasment d'être, en tout cas. On raconte. Et il faut amener cette dimension-là, parce que, ou alors ton œuvre elle a une force singulière qui n'a pas besoin d'être forcément qui est une évidence. Mais forcément que ça rajoute, et c'est une qualité qu'on nous demande aujourd'hui, et qu'on ne peut plus se passer de ça. En tout cas, il faut. Et puis c'est de la culture, je pense que c'est nécessaire. Et déjà, ça amène un contexte au travail, pourquoi on le fait, dans quelles circonstances on est amené à. Et ça amène du sens. Ouais. Qu'on a pu critiquer parfois à l'art conceptuel, où finalement on ne comprenait plus, c'était tellement élitiste dans sa manière qu'on ne comprenait plus le lien direct. Et alors que si on était au fait de pourquoi l'artiste en est arrivé là, à des extrêmes aussi forts, on aurait compris. Mais en tout cas, des fois, c'était pas forcément facile de comprendre la démarche, quoi. Donc c'est déjà quelque chose qui est intéressant pour ça, pour suivre un peu au quotidien les évolutions de nos avancées, nos recherches. Mais effectivement, rien ne remplacera la confrontation physique à une pièce. Il y a d'ailleurs des pièces que j'ai produites qui ne sont pas du tout photogéniques, qui ne sont pas instagrammables, qui ne sont pas numérisables, mais qui... C'est peut-être ça qui les rend d'ailleurs, comme je disais, qui crée cette transcendance que peut-être l'intelligence artificielle ne comprendra jamais. Est-ce que Rothko aurait réussi aujourd'hui, puisque ce n'est pas des œuvres qui sont photogéniques, alors qu'au contraire, à l'époque qu'on vit aujourd'hui, réussit peut-être à des artistes qui ont une pratique très photogénique. Alors moi, mon sentiment, je te dirais à court terme, mais justement, et dans la place qu'ils ont dans l'histoire, je pense que, de toute façon, comme tout phénomène qui grossit, à l'opposé, ceux qui justement sont à contre-courant, je pense que forcément derrière leur récompense entre guillemets est beaucoup plus grande. On retiendra ceux qui auront marqué, je pense, qui auront incarné à un moment donné des moments de vie plutôt que ceux qui auront été scrollés 1 milliard de fois. Paradoxalement, moi je chéris ces technologies-là parce qu'elles me permettent en tant que provincial d'exister sur une scène nationale ou internationale. Alors que, effectivement, il y a 60 ans, tu ne vis pas dans une grande ville, tu as du mal à vivre d'une pratique artistique. Donc, c'est une sorte de revanche que j'ai par rapport à ces grandes villes qui génèrent des cercles privés d'influence parce qu'elles habitent aux mêmes endroits et elles s'influencent elles-mêmes et qui existent toujours, qui existeront toujours de toute façon. Mais dans l'absolu, ça fracture un peu ça. On peut vivre au fin fond de la Bretagne et vivre de la peinture aujourd'hui. Donc je ne peux jamais avoir un postulat de dire j'en jouis et j'en profite. Ouais. Mais il faut d'autres outils du coup pour pouvoir effectivement remettre les pièces dans le réel, j'ai envie de dire. C'est ça. Et c'est là où des opportunités comme la tienne, des galeries, des musées interviennent. Et c'est un équilibre qu'il faudra trouver entre marché privé, entre institutions, entre numérique, toutes ces manières de communiquer. Et ce public aussi, une grande partie du public qui aujourd'hui, pour aussi plein de raisons qui sont presque de l'ordre un peu historique du fonctionnement du marché de l'art, en tout cas considèrent que c'est inaccessible, ou en tout cas ont du mal à rencontrer les œuvres. Et effectivement, c'est totalement le but de cette démarche. Et je crois que ce que tu présentes et ton parcours démontrent qu'effectivement ton rôle est tout à fait cohérent avec la démarche de Viandalisme. Est-ce que tu as une phrase pour conclure ?
J'ai pas tellement de maximes, je me méfie un peu de ces phrases très, très synthétiques parce qu'elles ont un côté limitant, quoi. Même si, je parlais celle de Soulage, qui est c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je recherche. Ça, c'est des choses qui me fascinent parce que c'est d'une efficacité terrible. Et je me souhaite quand même d'avoir quelques phrases comme ça qui percutent les autres parce qu'effectivement, elles ont un côté marketing extrêmement fort. Moi, si j'ai à retenir, c'est que la randonnée soit belle, quoi. Ce cheminement perpétuel dans cette brume qu'est l'existence, où j'ai pas vraiment l'impression de comprendre qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Elle soit quand même teintée de beauté, de grâce, de moments pas forcément d'ailleurs toujours joyeux, hein, mais parce qu'il y a une certaine douleur dans certaines pièces. Mais qu'en tout cas, cette existence qu'on m'offre, elle est une présence, quoi.